Avant cela, c'est François Piquemal, député La France Insoumise de Haute-Garonne, qui est dans le studio d'Europe 1. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. On va revenir évidemment sur les violences après la victoire en Ligue des Champions du PSG. Sébastien Lecornu a été longuement interrogé hier lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Écoutez sa réponse. On ne peut pas être dans une schizophrénie, pire que cela, comme une parlementaire l'a fait avant même ces images samedi, laissant à entendre que ce sont les forces de l'ordre qui créeraient le désordre. L'inversion du récit, l'inversion des valeurs est le début du combat politique et culturel qu'il nous faut mener. Sans quoi, comment voulez-vous demander à une jeunesse de respecter des règles si les élites politiques elles-mêmes introduisent un doute ou un quiproquo dans les lois de la République que vous avez votées ? François Piquemal, Sébastien Lecornu visait la France Insoumise, votre parti. Qui a créé les désordres samedi soir après ce match ? Déjà, vous aurez remarqué que dans ce pays, dès qu'il y a un problème, c'est de la faute de la France Insoumise, mais pas de ceux qui gouvernent. Je pourrais vous citer les noms des ministres de l'Intérieur, aucun d'entre eux n'est insoumis. Nous, ce que nous disons, et vous êtes d'accord avec ça, nous sommes constants depuis des années. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut un changement de doctrine policière, notamment dans la gestion des événements qui sont liés aux événements sportifs et des rassemblements. Avant d'en venir à la gestion, justement, là, sur samedi soir, ce qui s'est passé, qui a créé les désordres ? Écoutez, moi, ce que je pense, c'est que effectivement, vous avez certainement des individus malveillants qui ont occasionné des dégâts matériels et des violences. Mais il y a eu aussi du désordre qui a été créé par la manière dont a été géré l'événement. Place de la République, plusieurs témoins attestent du fait qu'il y a eu des dispersions et du désordre à partir du moment où toute la place a été gazée par les forces de l'ordre. Vous avez aujourd'hui des premiers témoignages qui interviennent, notamment ce matin, je ne sais pas si vous l'avez vu chez vos confrères de BFM, d'un jeune homme qui s'appelle Hugues, qui explique avoir été victime de violences de la part de certains policiers. Il a aussi été condamné pour transport on fera le bilan une fois que toutes les comparutions seront passées. Vous avez un policier... Non, mais vous me citiez ce cas. Oui, mais vous avez il a été jugé, il a eu, je crois, 4 mois de sursis. Un policier a aussi été condamné, en l'occurrence, pour avoir sorti son arme de manière totalement illégale, avec des insultes a priori à caractère raciste. Bon, bref. Moi, je pense qu'il faut attendre aussi le temps de la justice pour voir... Mais elle commence à passer, là, depuis... au cas par cas, mais globalement, lundi. Je vais vous dire, moi, j'ai de la mémoire. Et peut-être que c'est ce qui manque beaucoup dans ce pays et dans la classe politique. En 1998, vous savez, on a toutes et tous ces images de communion, de fêtes autour de la victoire de l'équipe de France. Mais il y avait eu des heurts. Mais c'était pas à ce niveau-là. Il y avait eu des problématiques. Et il y avait eu combien d'interpellations, puisque vous nous rappelez 98 ? Après, vous avez un prisme médiatique. Non, dites-moi. Non, mais moi, je n'ai pas le nombre d'interpellations. Par contre, j'ai regardé des articles où vous aviez même des voitures qui avaient foncé dans la foule. Ce qui est pas le cas aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que c'était volontaire, pas volontaire ? Est-ce que c'était pas volontaire de la part des personnes, mais tout ça pour vous dire que... Des accidents. Il y a une problématique dans ce pays qui n'est pas nouvelle. Si vous regardez les cas de Liverpool, de l'année dernière, Liverpool au Stade de France, souvenez-vous, de l'année dernière, vous aviez eu aussi des incidents lors de l'Euro 2000, qui n'est pas nouvelle dans le traitement. C'est pour ça que je parle de doctrine policière, et c'est pas que moi qui le dis. C'est des spécialistes, c'est même des agents de police qui me le disent. Là, il y a un problème de doctrine policière dans la gestion des festivités. Si quelqu'un met le feu à un abribus ou à une poubelle, qui est responsable ? Le policier ? Mais pour moi, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quand même un peu. Non, mais je vais vous le dire pourquoi. Parce que si vous voulez, moi, je veux bien prendre des cas individuels et puis on va faire l'anathème de savoir qui est responsable de quoi. Ce qu'on constate, c'est que c'est systémique. C'est-à-dire que vous prenez les événements un par un depuis, on va dire, 10 ans, et vous voyez qu'il y a toujours des incidents lorsqu'il y a des célébrations sportives en France, alors que dans d'autres pays, ça, on est totalement d'accord. Dans d'autres pays, ça n'empêche pas qu'il n'y ait pas de petits incidents. Mais il y a une manière de gérer ces événements qui est beaucoup plus efficace. Est-ce que vous connaissez le programme ? Mais comment expliquer qu'il y ait toujours des problèmes, justement ? Je vais vous l'expliquer. Par exemple, est-ce que vous connaissez le programme Godiac ? Dites-nous. Le programme Godiac, c'est un programme de chercheurs et d'une dizaine de polices européennes qui a été mis en place au début des années 2010 pour améliorer les pratiques policières dans la gestion des foules, notamment liées à des grands événements sportifs. La police française et les gouvernements de l'époque ont refusé que la police française y participe. Vous allez en Angleterre, vous allez en Espagne, vous allez en Allemagne, vous avez une gestion des festivités qui est bien différente, qui est basée d'abord sur la communication des policiers vis-à-vis de celles et ceux qui participent, sur la prévention. Vous avez des polices de liaison, c'est-à-dire qui font du lien avec les personnes qui sont
sortie pour fêter. Vous n'avez pas de police d'intervention qui arrive directement comme ça de manière sèche. Mais ils dont sont ce bien n'est obligés. pas Vous avez d'ailleurs- vu dont ce- les images dont ce n'est du pas- magasin de cuisine Non, je aux les ai alentours pas de... vus. Non, mais Mais- vous avez vu la violence? Là, comment on fait? On prévient, on dit attention, si je peux vous n'avez finir pas le mon droit? propos, si je peux finir mon propos. Vous envoyez des CRS dont la formation et le métier est d'intervenir sur des délits. Pareil pour la brigade anticriminalité. L'absence totale de prévention, de communication et d'une police dédiée à cela est aujourd'hui fort préjudiciable. Et je vous parlais de 98, vous savez, dans la même époque, il y a eu quelque chose de notable, qui est regretté, y compris par les agents de police et par la population. C'est M. Sarkozy qui est venu dans ma ville, à Toulouse, pour dire aux policiers qu'ils n'avaient pas à jouer avec les jeunes au rugby ou au foot et qui a démantelé la police de proximité. Celles et ceux de son camp qui poursuivent aujourd'hui sa politique et sa doctrine policière, celle du chiffre, ça fait depuis 1998. Mais vous Ça fait bientôt 25 ans. Quel bilan on tire de ça? Est-ce que vous êtes globalement pas d'accord avec Sébastien Lecornu? Les médias parlent... François Pickman, Juste finis là-dessus. Les médias parlent souvent d'insécurité, voire très souvent. Mais à un moment, qui est comptable des doctrines policières? Est-ce que c'est des insoumis mais qui sont au pouvoir justement, depuis sur cette 98? insécurité et sur ce qui s'est passé, le chef du gouvernement a considéré, il l'a rappelé hier, qu'il ne s'agissait, c'est le chef du gouvernement, Sébastien Lecornu, qui parle ce n'était pas de la violence de supporters, mais un phénomène de délinquance beaucoup plus global. Mais Vous n'êtes pas si vous voulez, d'accord? mais ça veut tout et rien dire en fait. On confond tous les éléments. C'est-à-dire que vous avez une jeunesse qui est sortie, qui participe à des festivités. On a vu des interpellations parce qu'un tel lance un feu d'artifice. Et puis après, vous allez comparer des gens qui vont commettre des dégâts matériels sciemment. Vous savez, il y a même M. Carl Olive qui est député, qui est monté sur le capot d'une voiture. Bon, écoutez, il y a eu... Et à côté de ça, par exemple, on invisibilise le fait, et c'est beaucoup montré sur les réseaux sociaux, et je remercie celles et ceux qui le font, qu'il y a eu des scènes de communion, de liesse, de solidarité intergénérationnelle, bref, de bonheur, d'être et de vivre ensemble. D'accord? Donc il y a eu des incidents, personne ne le nie. Moi, je vous dis qu'il faut répondre avec une doctrine policière qui change. Je veux le dire, à Toulouse aussi, il y a eu des incidents. Pour autant, c'était anticipable le fait qu'on puisse mettre en place des lieux de rassemblement par la puissance publique pour aussi contrôler le fait que des groupes éventuellement malveillants n'agissent pas et que d'autres se laissent entraîner. On en vient les aux bêtises des dégradations autres. que vous évoquiez. Oui. Quand il y a du mobilier urbain, j'allais dire, qui est dégradé, brûlé, ou que sais-je encore, ou cassé, qui paye au final? Et qui doit payer? Qui doit payer? Écoutez, c'est les assurances, la puissance publique qui paye. Mais pour ça, encore faut-il... Et c'est qui l'assurance ou la puissance publique? Si le propos, c'est de dire... c'est nous qui payons. Je suis bien d'accord avec vous. C'est pour ça qu'il faut changer de doctrine policière et que ça n'arrive plus, avec des dispositifs conséquents et en faisant quelque chose que quand on gouverne, on doit faire un minimum, c'est-à-dire anticiper les choses. Il y a eu des témoignages notamment de personnes qui travaillent dans le transport qui ont expliqué qu'il n'y avait aucune consigne de la préfecture, notamment pour faire en sorte d'aller chercher les gens. Les transports ont été fermés à 22h. Il n'y avait pas de fan zone. C'est ceux qui n'ont pas fait ça aujourd'hui qui doivent rendre des comptes et qui doivent éventuellement aussi payer. François Pickman, justement, j'en reviens à ce que disait Sébastien Lecornu. Il a dit, il n'est pas favorable aux suspensions des prestations sociales, mais permettre à ces prestations sociales, en dehors du reste à vivre, de financer justement ces réparations. Vous en pensez quoi? Mais c'est absurde. Déjà, que sait-il à cette heure du fait de savoir si les gens qui sont condamnés ou qui ont commis des violences disposent de prestations sociales? En fait, ça veut rien dire. C'est quoi? Vous allez supprimer les prestations sociales de qui? Des parents? Vous croyez qu'ils vont mieux vivre? Vous croyez que comme ça, leurs enfants seront punis? Seront mieux éduqués? Mais est-ce juste aussi que le contribuable paye pour des dégradations qui sont commises au lendemain quelques heures après une victoire en plus? Nous sommes bien d'accord. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut changer de doctrine policière. Parce que c'est bien gentil de venir après faire les gros bras une fois que les événements sont passés, mais encore une fois, qui anticipe quoi? Je vais vous prendre un exemple. La Courneuve, vous avez Ali Douara, maire insoumis,
qui a mis en place une fan zone. Il y a eu 1200 personnes qui sont venues, des anciens, des familles, des jeunes. Tout s'est passé bien, tout s'est très bien passé, aucun incident à déplorer. Mais on parle d'incidents qui ont eu lieu après le match, bien après, y a pas eu dans la soirée, dans la nuit. Le match s'est terminé à 20h et quelques. Si vous voulez avoir absolument ce discours-là, cette logique-là, moi je vous dis juste qu'en attendant, les maires insoumis, eux, ont été exemplaires et n'ont eu aucun incident à déplorer. Donc peut-être qu'il faut regarder de ce côté-là les méthodes et les pratiques que l'on propose pour éviter d'avoir tous les ans les mêmes discussions sur l'échec des politiques et de la doctrine policière de la Macronie. 13h, 15h, Europe 1 Info. La suite des grands entretiens politiques d'Europe 1 Info, c'est avec vous, Clélie Mathias, et votre invité, François Piquemal, député de la France Insoumise de Haute-Garonne. On va commencer par les prix à la pompe. Invité sur Europe 1, Dominique Schelcher, président directeur général de la coopérative U, est revenu sur la situation des prix des carburants alors que les tensions sur les marchés restent fortes. Écoutez-le. Ceux qui sont concernés, je crois que ce sont 500 000 personnes après l'ouverture du site qui se sont mobilisées, évidemment ça les aide. Et moi je plaide depuis le début pour des aides ciblées aux plus grands rouleurs, aux infirmières qui ont besoin de leur voiture tous les jours. C'est je pense, comme ça qu'il faut aider ceux qui en ont besoin. Donc pas de baisse générale de la TVA, pas de blocage des prix. C'est pas ce que vous réclamez, vous, Dominique Schelcher? Non, parce que là c'est le chef d'entreprise aussi qui parle, qui connaît le déficit public de la France, qui sait que notre marge de manœuvre est limitée, qui sait que la dernière fois qu'on a fait une opération pour tout le monde, ça nous a coûté 7 milliards. Je pense que 7 milliards pour tout le monde, on n'en a pas les moyens. François Piquemal, à LFI, les aides ciblées, ce n'est pas suffisant. Oui, vous connaissez ce qu'on propose. On propose le blocage des prix à la pompe et c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ça a été fait par le passé en 1999 en Guadeloupe. Oui, mais on avait ça a été fait lors de la guerre du Golfe. C'est clair, il va falloir qu'on compense les pertes des distributeurs et des raffineurs. Ça peut coûter cher. Alors, je vous assure qu'on a des marges de manœuvre. Déjà, les comptes publics, pas vraiment. Je pourrais vous donner des exemples. On en parlera dans le logement, notamment de niches fiscales qui rapportent beaucoup aux ultra-riches. Vous avez un certain nombre d'impôts comme l'ISF ou autres qui ont été supprimés. Puis vous avez des sociétés qui avant été publiques comme Total, qui font aujourd'hui des super profits records. Donc oui, c'est possible. Et d'ailleurs, d'autres pays le mettent en œuvre. La Croatie, la Grèce, la Corée du Sud. Mais passer 6 mois, parce que vous l'avez dit, ça a déjà été fait et ça peut se faire. Vous savez, mais passer 6 mois, qu'est-ce qui se passe? C'est une mesure d'urgence. C'est une mesure d'urgence de 6 mois. C'est une mesure d'urgence et après, le but, vous le savez, on a déposé une proposition de loi pour renationaliser un certain nombre de secteurs énergétiques qui sont majeurs. Et d'ailleurs, moi, j'invite toutes celles et ceux qui nous regarderaient. On a un plan d'urgence face à la flambée des prix de l'énergie de manière globale, avec un bilan, mais aussi des propositions que l'on fait qui sont étayées, appuyées. Et on a fait un certain nombre de propositions de loi dessus. Donc, il ne faut pas être catastrophique. On peut rien. Si on peut rien, on peut pas. On fait pas de politique. On fait d'autres choses si on peut pas changer le quotidien de la vie des gens. Parce que on va pas laisser les gens avoir des fins de mois qu'ils n'arrivent pas à boucler, alors qu'il y en a qui se gavent, comme Total par exemple. Et il faut un minimum de partage des richesses et de justice sociale. Oui, mais dans ce gel des prix, vous aidez tout le monde. Oui. Et donc on le sait bien, ça veut dire que des gens qui n'ont pas forcément besoin de ces aides aussi en profitent. Est-ce que c'est pas plus juste, puisque vous me parlez de justice sociale, d'aider les plus vulnérables, les plus fragiles? Alors là, en l'occurrence, c'est des mesures d'urgence, je vous l'ai dit. Donc ça n'a pas vocation à se pérenniser dans le temps. Oui, mais ça coûte cher. On est d'accord. Ouais. Maintenant, nous, on préfère que ces aides-là, elles soient universelles, plutôt que faire du compte-gouttes ou de la politique du détail qui ne parvient pas, en fait, à améliorer le quotidien des gens. Donc là, face à la situation que l'on connaît, de manière transitoire, nous sommes pour le blocage des prix avec 1,70 € à la pompe. Alors, en Croatie, par exemple, c'est 1,73 € à la pompe. Voilà. Parlons de logement, François Piquemal, si vous voulez bien. Écoutez Vincent Jeanbrun, député LR du Val-de-Marne, ministre. Ministre de la crise du logement, comme il le dit lui-même. Il s'est exprimé hier sur l'encadrement des loyers. Il se montre très favorable à la poursuite de cette expérimentation. On va en parler. Il coûte très cher aux finances publiques, a un effet sur les loyers relativement faible et surtout aide et accompagne les foyers les plus aisés, ce qui n'était pas tout à fait la cible au départ. Ce qui m'a amené à dire qu'il n'était pas aujourd'hui question de généraliser cette expérimentation. En revanche, je comprends et j'entends un certain nombre d'élus qui avaient mis en place cette expérimentation. Nous allons entendre ce besoin des maires de continuer à expérimenter et dans cette mesure-là, nous regarderons avec le ministre en charge des relations avec le Parlement s'il est possible ou non de trouver un véhicule pour leur permettre de poursuivre cette expérimentation. Voilà, donc selon le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, on continue l'expérimentation, mais on ne généralise pas.
François Piquemal. Je le regrette. Nous, on propose la généralisation de l'encadrement des loyers. Je vais vous expliquer. C'est controversé, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je suis né en 1984. On mettait 13% de ses revenus dans le logement. Aujourd'hui, qui met 13% de ses revenus dans le logement? Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Moi, je ne connais pas. C'est en moyenne 30%, et c'est juste que 50%. Et plus on a des revenus modestes, plus on doit mettre de l'argent dans son logement. C'est une mesure populaire. Selon les études d'opinion, 87% des Françaises et des Français sont favorables à l'encadrement des loyers. Et ça a été dit, il y a 50 maires et la Fondation pour le logement qui le réclament. Donc il faut le généraliser parce que c'est une mesure de rééquilibrage par rapport aux surprofits locatifs qui ont été produits ces dernières années. Ce n'est pas la seule mesure, évidemment, pour sortir de la crise du logement. Il faut construire davantage de logements publics, il faut un choc de pouvoir d'achat de manière générale, mais c'est une mesure assez urgente pour toutes celles et ceux qui sont locataires dans des zones tendues. Mais justement, parce que vous parlez beaucoup de justice sociale, là, il y a un rapport de 2 économistes qui a été commandé par le gouvernement, qui a été rendu public il y a une dizaine de jours, qui dit qu'il y a des effets ambivalents, parce que d'un côté, effectivement, ça fait baisser en moyenne de 2 à 4% le montant des loyers de la ville où il est difficile de se loger, on est d'accord. Mais il remarque que ça ne profite pas toujours aux catégories les plus défavorisées et en plus que ça pourrait avoir à terme un effet sur l'offre locative, donc Alors, moins de logements. Sur le premier cas, nous, ce qu'on a proposé, c'est que effectivement, dans beaucoup de villes, il n'y a pas le respect de l'encadrement des loyers par les multipropriétaires. C'est-à-dire que si vous êtes locataire, vous arrivez dans un logement, vous ne pouvez pas comparer le loyer qu'il y avait avant et souvent, il y a un effet d'aubaine dont profitent les multipropriétaires pour ne pas respecter l'encadrement des loyers. Donc il faut que la puissance publique, comme sur le permis de louer pour les logements indignes, mette en place des agents, un service, ça peut être la brigade du logement, qui vérifie que la loi, tout simplement, soit appliquée. Ensuite, pour la question de l'offre locative de manière générale, pour moi, il y a 2 leviers. Il y a la question de la construction de logements publics. Aujourd'hui, on construit 83 000 logements publics. On n'a jamais si peu construit de logements pour les gens qui en ont besoin. Première chose. Et deuxième chose, il faut déconcentrer la propriété immobilière. Aujourd'hui, dites-vous que la moitié des logements qui sont en location en France appartiennent à 3,5% des ménages. C'est-à-dire qu'il y a une concentration dans les mains de quelques ménages qui fait que c'est très compliqué aujourd'hui d'accéder aussi à la petite propriété. Et puis, vous avez une augmentation de la vacance du logement. Plus de 3 millions de logements sont vides dans notre pays. Il va falloir savoir ce qu'on en fait. Et pour ça, nous, on a des propositions. Vous vouliez nous parler et nous alerter également du nombre de personnes qui n'ont pas de logement et qui sont morts dans la rue l'année dernière. Tout à fait. D'après le collectif des morts de la rue, que je remercie, ainsi que toutes les associations qui œuvrent pour le droit au logement, 929 personnes sont mortes à la rue l'année passée. On parle de 11 enfants de moins de 4 ans, d'un bébé aussi qui avait moins d'1 an. Pour vous prendre tout simplement un exemple, ça veut dire que chaque jour dans notre pays, aujourd'hui, 2 personnes vont mourir à la rue. Vous voyez, on parle souvent des violences d'insécurité et on oublie que la première insécurité, c'est celles et ceux qu'on laisse mourir dans nos rues. Et j'aimerais bien qu'il y ait autant de temps d'antenne sur tous les médias, pas que le vôtre, pour parler de ce sujet et savoir quelles solutions on met en place. Nous, on pense qu'il faut davantage d'hébergement d'urgence, de logements publics et de loyers accessibles avec l'encadrement des loyers. Merci beaucoup, Merci à François vous. Piquemal, député de la France Insoumise de Hoc.